Ça y est, la signature est apposée, les clés sont sur la table, l'entreprise est enfin à soi. C'est le début d'une aventure, c'est sûr, mais c'est surtout là que le vrai travail commence. Alors bienvenue dans ce décryptage où l'on va voir comment passer de repreneur à dirigeant et surtout comment ne pas se rater pendant les premiers mois. Félicitations, l'entreprise vous appartient. Maintenant, le vrai test commence. Honnêtement, cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Parce que, soyons clairs, signer le chèque, ce n'est pas du tout la ligne arrivée. Non, non, c'est juste le coup de pistolet qui lance la vraie course. Et là, il y a un changement d'identité, mais radical. On bascule complètement d'un monde à l'autre. D'un côté, on avait le monde du repreneur, les négos, la recherche de financement, la due diligence, bref, un sprint hyper intense pour boucler le deal. Et de l'autre, on a le monde du dirigeant, les équipes à gérer, les clients à satisfaire, les opérations qui tournent et la pression de tous les jours. C'est simple, ce sont deux métiers qui n'ont presque rien à voir. Et c'est justement ce grand écart qui mène à ce que beaucoup appellent le shack de la réalité post-reprise. Vous savez, le fameux matin après la fête, quand le champagne n'a plus le même goût et que l'ambiance change du tout au tout. C'est un véritable ascenseur émotionnel. D'un côté, il y a l'enthousiasme, bien sûr, le projet d'une vie qui se réalise. Et de l'autre, une pression immense qui vous tombe dessus. D'un coup, toute l'énergie qu'on mettait à conclure la vente, il faut la rediriger pour prouver sa légitimité, pour rassurer des équipes qui se posent 1000 questions et pour maîtriser les chiffres, les vrais. Et l'attention, on ne parle pas d'un phénomène marginal. Pour donner une idée de l'ampleur du sujet, une étude de BP France montre que plus de la moitié des PME et ETI françaises vont changer de main dans les 10 ans à venir. Plus de la moitié, ça veut dire que savoir bien diriger après un rachat, ce n'est pas juste un défi personnel, c'est un enjeu économique énorme. Bon, alors concrètement, par où est-ce qu'on commence? La toute première phase, elle est absolument cruciale. Il faut comprendre avant d'agir. J'aime bien cette image, il faut d'abord cartographier le territoire avant même de penser à redessiner la carte. Allez, petit jeu, imaginons la scène. Premier jour, on est le nouveau boss. Quel est le tout premier réflexe, la première action qu'on a envie de faire? Eh bien, la réponse, elle est un peu à contre-courant, mais elle est essentielle. Ne rien faire. Juste regarder, observer. C'est peut-être le conseil le plus simple et pourtant le plus puissant pour bien démarrer. Observer, d'accord, mais observer quoi au juste? Attention, on ne parle pas d'attendre passivement que ça se passe. Non, c'est une observation active. Ça veut dire décortiquer les processus en place, suivre le circuit des décisions pour voir qui décide de quoi, regarder comment les services interagissent. Et surtout ça, c'est la clé. Essayer de décoder la culture de la boîte, ses codes, pour identifier ce qui la fait vraiment avancer. Et pour y voir plus clair, il y a un outil tout simple mais super efficace. On prend une feuille, on trace 2 colonnes. À gauche, on liste tout ce qu'il faut préserver. Ce sont les sources de stabilité, les relations en or avec certains clients, les compétences de certains employés, les rituels qui soudent l'équipe. Et à droite, on note ce qu'il faudra corriger, les sources de fragilité. Ça peut être des processus qui font perdre un temps fou, des silos entre les départements ou une dépendance trop forte à l'ancien patron. Bon, maintenant que la carte du territoire est un peu plus claire, on passe à l'étape suivante, construire la confiance. Et là, on entre dans l'humain. L'objectif, c'est de gagner l'adhésion de celles et ceux qui, au final, font tourner la boutique. Et le premier dossier chaud sur le bureau, c'est souvent la relation avec le cédant, l'ancien propriétaire. L'idéal, c'est une période de passation claire, cadrée, où il joue un rôle de facilitateur. Le danger, le vrai cauchemar, c'est la cohabitation qui s'éternise, qui reste floue, et où il se transforme en une sorte de contre-pouvoir. Cette situation de double patron, c'est vraiment le piège à éviter. Ensuite, bien sûr, cap sur les équipes. Les premiers contacts sont absolument déterminants. La recette est assez simple en fait. 1. On prend le temps de rencontrer les personnes clés une par une. 2. On leur pose des questions ouvertes sur leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs. Et 3. Le plus important, on écoute. On écoute vraiment, bien plus qu'on ne parle. C'est la meilleure preuve de respect pour leur expérience. Et tout ça, ça nous amène à une règle d'or, le véritable socle de la crédibilité. C'est tout bête à dire, mais c'est fondamental. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Cette cohérence entre les paroles et les actes, c'est ce qui va construire ou détruire la confiance. Pour rendre cette cohérence palpable, il y a une super stratégie. Celle des quick wins, les victoires rapides. L'idée, c'est de trouver des petites améliorations, très concrètes, visibles, qui ne chamboulent pas tout, mais qui règlent un petit problème agaçant du quotidien. Changer la machine à café qui fuit, investir dans un logiciel qui fait gagner du temps. Ça peut paraître anodin, mais ça montre qu'on est à l'écoute et qu'on agit. Ok, on a observé, on a commencé à bâtir la confiance. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, piloter.
On entre dans les compétences un peu plus dures si on veut. Il est temps de transformer toutes ces observations en un plan d'action bien structuré. Et là, la priorité numéro 1 absolue, c'est de faire un vrai check-up financier. Il faut tout de suite mettre les mains dans le cambouis pour vérifier l'état réel de la trésorerie, bien analyser le fameux BFR, le besoin en fonds de roulement, et s'assurer de la rentabilité de chaque produit, de chaque client. Et surtout, mettre en place un reporting mensuel carré. C'est le tableau de bord. Sans ça, on pilote à l'aveugle. Une fois que les finances sont sous contrôle, il faut se concentrer. Et pour ça, il y a un chiffre magique à retenir, 3. C'est le nombre maximum de priorités qu'on doit se fixer pour les 6 premiers mois. Pas une de plus. Pourquoi? Pour éviter de s'éparpiller et pour concentrer toute l'énergie là où ça compte vraiment. Ça pourrait donner quoi concrètement sur un trimestre? Eh bien, par exemple, les 2 premières semaines, on plonge la tête la première dans les finances. Pendant le premier mois, on met en place le reporting essentiel. Le deuxième mois, on clarifie les rôles et les responsabilités de chacun. Et à la fin du troisième mois, on fait un premier point sur l'avancement de nos fameuses 3 priorités. Ça donne un rythme, une visibilité et ça rassure tout le monde. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, qui concerne la posture sur le long terme. Comment on fait, au fond, pour devenir le leader, pour trouver son propre style et bien sûr pour gérer la pression qui va avec? Alors c'est quoi le bon style de leadership? En fait, il n'y a pas de recette miracle. L'idée, ce n'est pas d'arriver et de tout plaquer pour imposer sa méthode. Non, le secret, c'est de trouver le juste équilibre entre sa propre nature, qu'on soit plutôt participatif, directif ou analytique, et la culture qui existe déjà dans l'entreprise. La clé du succès, ce n'est pas la domination, c'est la cohérence. Finalement, si on devait résumer toute cette stratégie, on pourrait la visualiser comme un triangle. Un triangle du leader, avec 3 sommets. Premier sommet, écouter pour comprendre. Deuxième sommet, agir avec cohérence. Et le troisième, piloter avec méthode. Si ces 3 piliers sont solides, la transition a toutes les chances de réussir. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante de toutes. L'entreprise a été achetée, c'est un fait. Mais sera-t-elle vraiment dirigée? Et c'est là que réside toute la différence entre le fait d'être propriétaire et celui d'être un leader.